je pense qu'il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé positivement, c'est-à-dire que les sondés ont plutôt exprimé un espoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement positif, par les temps qui courent en plus. Maintenant, dans la réalité, de par mon background, quand j'ai été directeur du Centre régional d'investissement ou directeur général de l'AMDI, quand on discutait avec des investisseurs, qu'ils soient marocains ou étrangers, en fait, le grand dilemme, le grand challenge que nous avions à chaque fois, c'est de savoir que d'un côté, nous avons un taux de chômage élevé, de l'autre côté, nous n'avons pas suffisamment, et j'insiste sur le mot suffisamment d'offres, je dirais, sur le marché de compétences qui correspondent aux exigences exprimées par les investisseurs. Encore une fois, qu'ils soient marocains ou étrangers, et dans les différents domaines. Maintenant, le Maroc a démontré sa capacité à répondre à des enjeux de formation quand il y a un secteur sur lequel le Maroc souhaitait se positionner. Je donne comme exemple ce qui a été fait dans l'offshoring, avec la mobilisation extraordinaire des organismes de formation, que ce soit universitaire ou formation professionnelle, que ce soit dans le domaine de l'industrie automobile, que ce soit dans le domaine de l'industrie aéronautique. Le Maroc, les acteurs, les parties prenantes ont toujours su, de façon, en termes d'intelligence collective, répondre à ces enjeux de formation de collaborateurs ou de formation de profils spécifiques à des métiers. Ça, moi, je pense que je rejoins la partie espoir. De l'autre côté, là où peut-être moi j'aurais aimé que lors d'un prochain sondage sur ces mêmes thématiques, qu'on interroge les jeunes particulièrement sur comment ils apprennent aujourd'hui, comment ils développent les compétences, les savoirs. Et ça nous donnera une façon peut-être de voir la chose différemment par rapport à ce qu'on attend en fait du système éducatif et du système de formation. Peut-être que ça nous permettra de changer de paradigme et de voir ça autrement. Je pense qu'effectivement, la question telle qu'elle est posée ici par le groupe Le Matin, c'est dans le cadre de la réflexion sur le nouveau modèle IAC. C'est pour ça qu'on traite ces sujets-là. Donc si... alors, soit on dit qu'en fait, on peut tout changer, sauf tout ce qui concerne l'éducation, la formation, parce que ça se passe très très bien, et que le nouveau modèle devrait intégrer ça comme une donnée, une base, parce que nous avons déjà enclenché des réformes. C'est un choix. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste c'est un choix. Ou alors on dit le choix de se poser la question de façon globale sur l'ensemble des composantes de notre société, et l'éducation et la formation en font partie. Et donc moi personnellement, j'opterais plutôt pour ce deuxième choix, de dire quand Sa Majesté le Roi a demandé à ce qu'on réfléchisse à un nouveau modèle, moi je l'ai compris, formation, éducation comprise. Je ne l'ai pas compris, éducation, formation, ne touchez pas parce qu'on vient de faire les réformes. Je pense que c'est important de dire, et d'ailleurs le groupe Le Matin a fait aussi ce choix-là en disant, mettons sur la table le débat sur l'éducation et la formation. Bien évidemment, en disant cela, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des avancées extraordinaires en termes de réformes, aussi bien sur le plan pédagogique, sur le plan organisationnel, sur le plan de la situation des enseignants. Tous ces aspects-là ont été traités par les gouvernements successifs et qui ont abouti aujourd'hui à ce qu'on ait pu peut-être réduire les dégâts de façon significative. Maintenant, il y a l'enjeu du passé, du stock, tel que ça a été évoqué par le directeur général de l'ANAPEC, et c'est un sujet fondamental. Deuxième élément, il y a, et ça je pense que c'est vraiment, et permets-moi de revenir sur ce sujet-là, parce que pour moi il est extrêmement important. Qu'attend un citoyen de l'État? Un citoyen, qu'est-ce qu'il attend de l'État? Et d'ailleurs, Sa Majesté le Roi, il l'avait dit dans son discours, il a dit que le citoyen devrait être au centre de la réflexion, et que quelque part, ce n'est plus l'État qui est au-dessus, mais c'est l'État qui est au service. Et donc le contrat change complètement. Quand on pose la question, qu'est-ce qu'on attend de l'État? Quand on pose la question aux citoyens, n'importe lequel, au citoyen lambda, la première chose qu'il prononce, une fois qu'il parle de l'aspect qu'il puisse, je dirais, se déplacer en toute sécurité pour sa vie, pour ses biens, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'éducation de ses enfants. Et nous, le Marocain, nous disons tous, Britou l'a dit, je vais vous donner les chiffres.
source HCP. Donc, c'est des chiffres officiels. 89% des enfants issus du milieu rural se retrouvent sans aucun diplôme. 89%. On va arrondir, on va dire 90%. Deuxième chiffre. 76% des enfants d'ouvriers sans qualification se retrouvent sans diplôme. Un autre chiffre. 82% des enfants d'employés et ouvriers qualifiés sont au mieux comme leurs parents. Un autre, et qui est beaucoup plus inquiétant. Comme l'a dit Jamal, ce n'est plus une question uniquement économique. C'est une question d'enjeu de société. Le dernier chiffre. Les enfants de cadres moyens. Les cadres moyens, c'est eux qui font la stabilité de tous les pays. Tenez-vous bien, 45% des enfants de cadres moyens sont moins bien lotis que leurs pères. La moitié de la classe moyenne voit ses enfants moins bien lotis qu'elle-même. Voilà les enjeux sur lesquels nous devons travailler. Indépendamment de qui est responsable, nous sommes tous responsables. Et donc, d'où la question du changement de paradigme. Si Sa Majesté le Roi nous a demandé de réfléchir sur un nouveau modèle, c'est que justement, on nous demande de changer de paradigme. Encore une fois, les systèmes existants aujourd'hui, nous les avons construits. Moi, je suis un enfant de l'école publique marocaine Z. Et j'en suis très fier. Mais aujourd'hui, l'ascension sociale, qui est un élément, qui est une promesse que nous faisons tous, la promesse que fait la société à chaque individu, c'est que si tu fais des efforts, l'ascension sociale n'est pas réservée uniquement à une partie, et nous devons donc nous engager là-dessus. Et donc, dès qu'on dit que l'enjeu aujourd'hui, c'est celui de l'ascension sociale et donc du vivre ensemble, parce que si, ici, dans la salle, moi, en tant que chacun de nous se dit, tiens, est-ce que mes enfants vont être mieux que moi ou pire que moi? Bon, quelque part, on se pose la question, mais en fin de compte, qu'est-ce que j'attends qu'est-ce que nous attendons collectivement de nous tous? Parce qu'encore une fois, la notion d'État, ce n'est pas l'administration, qu'on soit bien clair. C'est nous tous, collectivement. Et là, je vous rejoins parfaitement. Quel est l'engagement des parents dans l'école publique? Moi, j'ai un rêve un jour, c'est que tous ceux qui sont issus d'une école publique, quelle qu'elle soit, que ce soit Ataouna, Tatisnit, Amir Leftoua, Al-Husseima, il y en a, et qui sont des ingénieurs aujourd'hui, des médecins, des chefs d'entreprise, qu'ils se disent, tiens, on va consacrer une journée par mois à notre école, à l'école où on était avant. À l'école où on était avant. Chaque école a ses besoins. Moi, discutons, peut-être qu'on peut les aider à, encore une fois, on traite d'abord dans un premier temps, et ça je pense c'est le phénomène de mode qui est passé, on traite souvent les besoins physiques, la peinture, le ceci, le cela, mais ce n'est pas ça aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu, c'est de permettre à des enfants et à des enseignants de pouvoir se mobiliser ensemble pour se projeter dans l'avenir, quelles que soient les difficultés que nous avons. Et nous en avons, et nous continuerons à en avoir, et on n'est pas les seuls. Mais si, moi en tant qu'ancien d'une école de la région d'Agadir, je ne donne pas un peu de temps à mon école, à mon ancienne école qui a fait que ce que je suis aujourd'hui, bien évidemment, les enfants qui sont à l'école et les enseignants qui sont à l'école ne voient pas le résultat de leur effort. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de société sur lequel nous devons tous nous mobiliser en tant que citoyens. Et pour conclure rapidement par rapport à ce que vous disiez, quand nous, au niveau de la Fondation marocaine de l'étudiant, nous prenons des jeunes filles, des jeunes garçons issus du public marocain qui obtiennent de très bonnes notes au baccalauréat, mais qui sont issus des établissements de protection sociale, qui sont des orphelins dans les montagnes et qui obtiennent le bac avec 17 ou 16 ou 18 de moyenne et que nous leur donnons des bourses et que nous les accompagnons, et il y en a certains dans la salle ici, ils deviennent des ingénieurs, ils deviennent des médecins, ils deviennent des avocats, ils deviennent des notaires, ils deviennent des entrepreneurs. Ça veut dire que le système lui-même, il peut produire des éléments valables, mais il faut que nous nous engageons collectivement pour qu'on puisse faire beaucoup mieux encore. Aujourd'hui, quand on analyse l'agilité des établissements, soit d'enseignement supérieur, donc les universités avec leurs établissements, ou que ce soit les académies au niveau de l'éducation nationale, ou au niveau de l'OFEPT, il y a deux phénomènes qu'il faut quand même souligner. Le premier,
c'est que malgré que les lois, les textes de loi encouragent une responsabilisation des niveaux les plus proches, donc au niveau des universités, c'est un établissement public, autonome, avec son conseil d'administration, les académies, la même chose, au niveau de la formation professionnelle, on retrouve à peu près le même modèle. Les lois disent cela, mais dans la réalité, il y a beaucoup de centralisation. Ça, c'est le premier, l'acte 1. Le volet 2, et qui est plus grave, et qui est beaucoup plus grave, c'est que la présidente de l'université ou le président de l'université ou le directeur de l'académie n'a pas de marge de manœuvre. Il n'a pas, Machi vis-à-vis du central, laissez-moi terminer. Quand le conseil d'administration, il y a, je dirais, moi j'ai représenté la région dans le conseil d'administration de l'université. Mais il y a une diversité. En fait, il y a tout. Et donc, et en fait, le président ne peut pas faire passer des décisions si, je dirais, les représentants des étudiants, des enseignants, qui peuvent être contre les propositions parce qu'ils voient leur intérêt, personne ne voit pas l'intérêt de l'établissement, de l'université. Il faut aussi dire cela. On a mis en place une gouvernance qui est extrêmement lourde au niveau des établissements, je parle des universités en particulier, et au niveau de l'académie un peu moins. Mais au niveau de l'université, aujourd'hui, les conseils d'administration, c'est une assemblée générale. Ce n'est pas un conseil d'administration. C'est une assemblée générale et qui regroupe, mais vraiment, les élus, les autorités, les étudiants, les enseignants, les syndicats. Il y a de tout et chacun. Et bien évidemment, il faut voir comment ça se passe. Et donc, c'est des enjeux de pouvoir pour pouvoir chercher le minimum, le dénominateur commun. Et bien, quand on cherche le dénominateur commun, pour ceux qui ont fait des mathématiques, c'est le PPMC, et donc c'est le plus petit multiple. Et donc, on avance par petits pas pour ne pas bouleverser les intérêts des uns et des autres. Et je peux comprendre qu'on cherche à préserver, je dirais, le système de façon globale, mais parfois on a aussi besoin de prendre des décisions et que ces décisions, celui qui les prend, soit comptable. Parce que là, il ne peut pas être comptable des résultats. Et tout à l'heure, vous avez dit, vous avez constaté, vous êtes resté pendant 3 ans à ne pas agir, il ne pouvait pas agir. Il ne pouvait pas agir parce que il faut que les lois soient là, il faut que le pouvoir central puisse libérer les budgets, il faut aussi que les conseils d'administration puissent décider de l'affectation de ces budgets, et ça peut prendre extrêmement longtemps. C'est juste pour remettre le cadre. Au Maroc, depuis 20 ans, nous avons pu réussir des projets exceptionnels au niveau mondial. Et quand on regarde, là on fait l'analyse de ces projets qui ont réussi, il y a un point commun. Le point commun, c'est qu'on est sorti du cadre. Je pense que tous ici présents, vous connaissez le fameux exercice des 9 points pour lesquels on doit tous passer, et en fait, on doit sortir du cadre. Tangemet, Bourgreg, Nord, tous ces projets-là, on est sorti du cadre. On est sorti du cadre existant et on a créé un cadre spécifique pour porter ces projets et on a mis une gouvernance spécifique qui était inimaginable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de dire aux élus locaux de Rabat et de Salé ou de Tanger, de Farsanjra, de toute la province de Farsanjra, vous n'avez plus les prérogatives de donner les autorisations de construire. La loi, la charte communale vous donne cette prérogative. On définit un territoire dans lequel vous n'avez plus ce droit, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on a créé un cadre spécifique et on a responsabilisé une tête qu'on peut couper et qui peut rendre des comptes. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Maintenant, pour l'histoire des changements de paradigme, j'aimerais bien qu'on imagine un scénario, juste une idée que je mets sur la table. Imaginons que demain, le ministère de l'Éducation nationale lance un appel d'offres pour dire aux enseignants des établissements, si vous souhaitez créer une coopérative d'enseignement, je vous confie en tant que coopérative l'établissement en question. Bien évidemment, vous ne serez plus fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale. Et que je finance, et bien évidemment, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Jamal pour dire que l'éducation est une prérogative régalienne. Attention, il faut juste qu'on réponde à la question, est-ce que nous voulons
que les enfants marocains soient éduqués par une structure de l'État, ou là nous voulons que les enfants marocains soient bien instruits, pardon, pas éduqués, instruits. Est-ce que nous voulons que les enfants marocains soient instruits par une structure de l'État, ou nous voulons que les enfants marocains soient bien et aient une bonne instruction? Vous allez me dire que c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, c'est une obligation de moyens, et dans un autre cas, c'est une obligation de résultat. Et nous, en tant que chefs d'entreprise, on sait très bien qu'il y a des départements sur lesquels on va travailler plutôt en obligation de moyens, et d'autres départements qui vont travailler en obligation de résultat. Et que ce sont deux logiques, deux mindsets complètement différents. Et celui qui réussit très bien en obligation de résultat peut échouer en obligation de moyens, et inversement. Là, si nous disons, je sais pas, si nous disons, bah tiens, les enseignants, on va leur donner la possibilité de créer une coopérative et l'État leur confie un établissement. Et l'État paye le coût par élève pour le contenu minimal que collectivement nous décidons. Tout à l'heure, nous sommes passés en disant, c'est de tel âge à tel âge l'obligation de scolarité. Ça, c'est un choix de société que nous avons fait. Et bien donc c'est à nous collectivement de le payer. Parce que quand on dit c'est l'État qui le paye, en fait on oublie que ce sont les impôts qui le payent. Et donc collectivement nous décidons de dire voilà le minimum d'instruction en termes d'âge, en termes de contenu que nous souhaitons collectivement payer. Bien sûr, les enfants marocains doivent connaître la géographie de leur pays, l'histoire de leur pays, la constitution de leur pays, et j'en passe. Les compter, lire, etc., etc. Mais celui qui veut faire le latin, c'est pas à moi en tant que contribuable de le payer. Celui qui veut faire, je dis n'importe quoi, la danse classique, c'est pas à moi en tant que contribuable de le payer. Par exemple, je ne dis pas qu'un jour peut-être qu'on arriverait à dire, non, on va payer la danse classique pour tous nos enfants et le latin pour tous nos enfants. Mais dans un premier temps, on va définir le SMIC d'éducation que nous allons tous financer. Là, l'État peut financer cela et met en place des mécanismes d'incitation, des incentives, on appelle ça des incentives. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une vue d'esprit, ça a été développé dans un pays qui s'appelle le Chili, il y a 30 ans. Il y a eu des associations de parents d'élèves qui ont pris des établissements, il y a des coopératives d'enseignants qui ont pris des établissements, il y a des opérateurs privés qui ont pris des établissements. Le ministère de l'Éducation chilien, entre parenthèses, je ne sais pas si vous le savez, au Canada, il n'y a pas de ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation chilien, il est responsable de 3 choses. Il est responsable de financer le minimum qu'on a défini collectivement comme étant, c'est à l'État de le financer, c'est contribuable de le financer, donc c'est lui qui finance. Et il finance également, il définit ce minimum, il s'assure que c'est bien assuré, et il contrôle, donc les évaluations sont faites au niveau national par le ministère pour s'assurer que nous avons bien le niveau requis. Et dans les établissements en question, vous trouvez les enfants du quartier, qu'ils soient pauvres, enfants de médecins ou enfants d'ouvriers, ils côtoient la même école. Après, l'enfant du médecin, son papa peut payer le latin. Peut-être pas l'enfant d'ouvrier. Quoique, dans beaucoup d'écoles, ils ont intégré même ces gens-là parce qu'ils font de la péréquation. Les enfants des ouvriers peuvent faire le latin dans le cadre d'une péréquation. Donc on peut imaginer des modèles. Je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur modèle. Je donne juste un exemple pour dire sortons du cadre. Sortons du cadre sur le plan de la gouvernance, sortons du cadre sur le plan du paradigme. Et je lance un appel, c'était quelque chose qu'on avait lancé au niveau du CJD il y a longtemps, de dire est-ce que les lois marocaines ne peuvent pas permettre, je ne parle pas uniquement de l'éducation, dans beaucoup de domaines, nous avons besoin d'expérimenter. Nous avons besoin d'expérimenter de nouvelles approches. Récemment, on a travaillé avec Banque Maghreb sur un sujet qui n'a rien à voir avec tout ça, sur les nouvelles approches, les nouvelles technologies dans le domaine de la monétique et du financement. Mais on peut imaginer que Banque Maghreb puisse créer un modèle en disant, ben oui, on peut limiter expérimental pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans créer une loi générale qui s'applique à tout le monde du jour au lendemain. On n'est pas obligé d'imaginer tout le temps des lois uniques, uniformes pour tout le monde, pour toutes les régions, pour tous les enfants. On peut imaginer de l'expérimentation. Expérimentons de nouveaux modèles. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas s'amuser à expérimenter des choses dans le domaine de l'éducation. C'est tellement sérieux qu'on ne peut pas expérimenter. Et pourtant, c'est ce que nous avons fait au cours des 50 dernières années. Tous les 10 ans, nous avons changé de modèle. Donc, on a expérimenté sans annoncer. Voilà.